Il y a bien longtemps, avant l'arrivée des Anglais, avant l'arrivée des Hollandais, à une époque où il existait encore des animaux géants, et où la Nouvelle-Guinée et l'Australie ne formaient qu'un seul continent, le Sahul, vivaient déjà des peuples aborigènes. Le premier Australien a été retrouvé ici, au lac Mungo. L'homme de Mungo est le plus ancien Homo sapiens ou homme moderne découvert hors d'Afrique. Il a 42 000 ans. À l'époque, des peuples aborigènes vivaient sur ce territoire. Ils cuisinaient, chassaient, pêchaient et élevaient leurs enfants. Ça fait partie de nos racines. Pouvoir établir un lien comme ça avec nos ancêtres, c'est magique. Quand l'homme de Mungo vivait là, c'était l'homme de Néandertal et non l'Homo sapiens qui prévalait en Europe. En Amérique, les premiers peuplements ne sont attestés que 25 000 ans plus tard. Alors, comment se fait-il que des peuplements aient déjà été présents en Océanie à ce stade de l'histoire de l'humanité? Des analyses ADN ont montré que leurs ancêtres étaient venus d'Afrique il y a plus de 70 000 ans. Ils ont été les premiers humains à effectuer une migration sur une telle distance. Ils ont longé la côte asiatique jusqu'à l'océan qui séparait l'Asie des terres australes. À l'instar des astronautes qui s'élancent dans l'espace sans savoir s'ils trouveront une planète habitable, ils ont osé la première grande traversée maritime de l'histoire. À Gunbalanya, en terre d'Arnhem, une légende du temps du rêve évoque ce premier voyage marin et explique l'expansion de l'homme sur le continent. La mère de la création, Yingana. 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 Elle est venue de l'extrême nord, Cutby, comme on dit dans notre langue. C'est de là qu'elle est venue, son point de départ. Les légendes comme celle de Yingana corroborent de façon très poétique le passé paléontologique de la région. Elles indiquent que les hommes sont venus du nord, comme Yingana, ont traversé l'océan depuis les îles et se sont installés en Australie, il y a entre 50 et 60 000 ans de cela. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Elle venait sans doute de très loin. De plus loin. Ça, ce sont des paniers traditionnels. Yingana transportait beaucoup de bébés.
Quand la mer s'est calmée et que le vent est tombé, elle s'est mise en route. Et elle est arrivée près d'un rivage. Elle s'est arrêtée. Elle a déposé un premier bébé, lui a donné une langue, un moiety, un nom de peau, un clan, un rite. C'était le premier. Puis elle a poursuivi son voyage et en a déposé un deuxième avec une autre langue, un clan et un rite différent. Et ainsi de suite, vers le sud et vers l'est, en déposant des bébés. Les premiers Australiens ont trouvé un continent vierge, dont la faune et la flore évoluaient dans l'isolement le plus complet depuis 65 millions d'années. Le paysage australien actuel n'a rien à voir avec celui que les premiers arrivants ont vu. C'était un environnement qui leur était complètement étranger, avec des animaux inconnus. On se demande pourquoi ils n'ont pas rebroussé chemin en voyant certaines espèces. Les principaux prédateurs qu'ils ont rencontrés n'étaient pas des mammifères, mais des reptiles comme Megalania prisca. Ce varan, qui mesurait plus de 6 mètres de long et pesait plus d'1 tonne, était sans doute la plus grande menace que les premiers hommes aient connue. Ils ont également eu affaire à un carnivore, le lion marsupial. Et à un émeu géant. L'art rupestre, présent sur tout le continent australien, montre que très tôt, ces peuples ont gravé et peint ce qui les entourait. C'était une façon d'apprivoiser cet univers étrange. Partout, les hommes ont bâti des monuments empreints de profondeur et de beauté. Mais aucun n'est plus spectaculaire que le site de Nawarla Gabarnmang sur le plateau de la terre d'Arnhem, découvert il y a quelques années. Ça, c'est un woomera. Ils y fixaient une pointe et la propulsaient pour chasser le kangourou. Les ancêtres de Margaret Catherine, une ancienne de la tribu des Jawan, ont vécu pendant au moins 48 000 ans dans cet abri rocheux. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais sa beauté est éternelle. Regardez cette main. Là, c'est peut-être celle de mon arrière-arrière-grand-père. Dans notre culture, on considère que les ancêtres sont toujours là. Ils restent pour veiller sur le pays.
Les aînés des Jawan ont demandé à des archéologues français et australiens d'étudier le site de Gabarnmang. Les chercheurs viennent de découvrir que l'abri avait été consciencieusement creusé des dizaines de millénaires auparavant. Margaret, venez voir. Oui, mon enfant. Vous voyez les piliers en pierre en face? Autrefois, ici, c'était comme ce qu'on voit en face. Mais les ancêtres ont extrait des blocs de pierre en partant de l'extérieur. Un par un, ils ont enlevé les piliers et ont pénétré plus profondément à l'intérieur, jusqu'à celui-ci, un des seuls qui reste après leur passage. C'est incroyable. Merci. 40 000 ans avant l'édification de Stonehenge en Grande-Bretagne, les ancêtres de Margaret ont façonné un site pour lui donner une signification culturelle forte. Mais ils étaient bien plus que des bâtisseurs. Ils ont également inventé des techniques qui ont radicalement modifié leur gestion des ressources. En Europe, les outils en pierre polie sont apparus avec l'invention de l'agriculture, il y a 10 000 ans. Les ancêtres de Margaret en fabriquaient déjà il y a plus de 35 000 ans. Ce fragment était fixé à une hache en pierre. Oui. Les ancêtres l'ont fabriqué en frottant cette pierre contre une autre. Et cet éclat a dû se détacher quand ils ont voulu l'aiguiser. Il doit venir de cet endroit du galet. La taille permettait de réutiliser plusieurs fois la même pierre. En plus de constituer des outils efficaces, ces haches étaient également des objets cérémoniels de toute beauté. On a retrouvé une autre hache, intacte. L'outil est très bien préservé. Regardez, elle est très belle. Oui, très belle. Et voici l'autre côté. Oui. Et la pierre est très lisse. Elle est très bien conservée. Le manche était de ce côté. C'est une hache courte. Vous savez que le manche était en bois? Oui, en bois. Il était fixé avec de la cire d'abeille. De la cire? Oui, ça collait bien. Et on les renforçait avec de l'écorce d'eucalyptus pour détacher le miel et découper les os de kangourou. C'était très utile. Oui, c'est ce que m'a dit mon grand-père. Si Margaret n'était pas là, on ne verrait que des cailloux et de la poussière. Mais on a là des objets qui avaient du sens pour les ancêtres et qui en ont encore aujourd'hui. En Europe occidentale, quand on étudie les pierres ou un site archéologique, tout est froid. Ici, les objets sont vivants. On est dans une dimension à la fois morale, intellectuelle et très spirituelle. J'apprends vraiment beaucoup de Margaret. C'est ça la différence. Ces gens sont magiques. Ils voient à travers la pierre et la poussière. Pour moi, mes grands-parents sont là.
Il existe des millions d'œuvres d'art préhistoriques en Australie. Le continent est une gigantesque toile, dont chaque motif offre une fenêtre unique sur une époque lointaine. Dans la péninsule de Murujuga, les ancêtres ont créé la toute première représentation d'un visage. Avec près d'1 million de gravures sur 300 km², Murujuga est la plus vaste galerie d'art du monde. L'archéologue Ken Mulvaney collabore avec un ancien de la tribu Wunguju, Wilfred Hicks, pour retracer l'histoire de ses autoportraits ancestraux. Wilfred ayant du mal à marcher, il se fait accompagner. Yoy! Oh! Panjalan niyo na, karang-karang mga yo. Karang-karang niyo ko puro nga eh. May na nga yiri yung ko eh. Kali ya karang-karang na tuma. À ma connaissance, il y a environ 70 visages sur tout l'archipel d'Ampier, et chacun est unique. On voit la représentation classique, avec au centre les pointillés en cercle concentrique. Celle-ci montre deux visages. Elle utilise ce style très ancien de dessin géométrique, à base de points et de traits pour diviser l'espace, et l'intègre au dessin des visages. L'art préhistorique est très complexe dans ses motifs. Ça date de quand? Vu le degré d'érosion, je suis sûr que ça a été fait il y a des dizaines de millénaires. Je dirais au moins 25 000 ans, peut-être 35 000. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont représenté des yeux humains. Il y a de nombreux descendants d'esprits ici, et ils sont vivants. C'est pour ça qu'il faut parler à la terre. Ces pierres sont très précieuses pour nous. Elles rendent compte de la création, comme la Bible. En les voyant, on comprend le passé. La loi des aborigènes enseigne tout ça. Les auteurs de ces œuvres prenaient visiblement du plaisir à les créer. Elles sont spectaculaires. On ne trouve nulle part ailleurs une production artistique d'une telle longévité avec la même technique. C'est phénoménal. Oui? Que dire? Tout ça est là depuis les ancêtres. Aujourd'hui, Murujuga abrite la plus grande raffinerie de pétrole de l'hémisphère sud. À quelques centaines de mètres, dans un amas de pierres sans aucune indication, se trouve un chef-d'œuvre de la préhistoire.
On peut y voir des gens qui grimpent à des poteaux, ainsi qu'un autre visage. Ces représentations de visages se retrouvent sur des milliers de kilomètres, à travers les déserts du centre et de l'ouest de l'Australie. Il y avait donc des correspondances culturelles sur des distances extrêmement grandes. Très tôt, les peuples ont élaboré des cartes pour se diriger sur le continent. Ils représentaient l'eau sous forme de cercles comme ceci, ou de cercles concentriques. Ils sont reliés par des traits qui sont les vallées. On a là une des toutes premières cartes aborigènes des points d'eau dans cette région désertique d'Australie occidentale. Elle est extrêmement ancienne. On n'est pas à l'époque de Christophe Colomb, ni à celle du Christ ou des Phéniciens, ni même au début de l'agriculture. C'est une carte qui remonte sans doute à des dizaines de milliers d'années. Ce sont les toutes premières cartes que l'on connaisse. Par ailleurs, les premiers réseaux longue distance d'échanges entre tribus se sont développés ici. Des objets comme des perles des régions occidentales étaient transportés jusqu'en Australie méridionale. Ça représente une distance colossale pour les premiers millénaires de l'occupation du continent. Dans la région du centre, différents groupes troquaient des pigments sur des centaines de kilomètres. Pour l'échange et la vente d'outils en pierre, de certaines matières premières, de certaines espèces marines, comme les coquillages qui servaient de récipients à eau, d'ornements ou de bijoux, et de beaucoup d'autres marchandises particulièrement prisées, les hommes ont sillonné le continent dès les premières phases de l'occupation du territoire. Il y a entre 30 et 50 000 ans. Les recherches archéologiques prouvent qu'il y a 30 000 ans, les premiers Australiens avaient déjà exploré tous les recoins du plus inhospitalier des continents. Puis, la dernière ère glaciaire a commencé. Au cours des 10 millénaires qui ont suivi, le Sahul est devenu un désert froid et sec. Les chaînes de montagnes ont été recouvertes par des glaciers. La proportion de régions désertiques sur le continent est passée de 60 à 90%. Autour du lac Mungo, les dunes de sable ont progressé, réduisant peu à peu la surface d'eau douce. Les températures nocturnes pouvaient atteindre les moins 20 degrés. Difficile d'imaginer quiconque vivant ici. Pourtant, sur les berges de ce lac désormais asséché, les archéologues ont fait une découverte incroyable. Des empreintes de pas d'hommes, de femmes et d'enfants datant d'il y a 20 000 ans. Quand je pense que ces traces de pas ont été laissées par mes ancêtres, je me dis que c'était un peuple hors du commun. Une empreinte de pas, c'est la marque personnelle d'un individu, comme sa poignée de main ou son sourire. Il y a ici plus de 450 empreintes de pas. Quand elles ont été découvertes,
les anciens du lac Mungo ont invité Paddy Japanonka Lewis et Johnny Jupurla Angus, les pisteurs de la communauté Pintupi, à les interpréter. Jukurpa, le temps du rêve. Des pas qui courent. Nés dans les déserts du cœur de l'Australie, ils sont parmi les derniers à être capables de comprendre ces traces dans le sable et l'argile. Ce qu'ils décrivent est étonnant. Une jambe? Une jambe? Il court sur une jambe. Un bâton. C'est peut-être un bâton. Certaines traces semblent indiquer l'usage d'une canne. En tout cas, cet homme n'avait qu'une seule jambe. Et ça, c'est la distance entre ses sauts. Quand on pense qu'il avançait à cloche-pied, on a du mal à le croire. Cet unijambiste chassait un kangourou avec 3 autres hommes qui couraient très vite. Là, c'est un kangourou. Regardez. Là-bas, un autre homme. Et un autre, très grand, qui courait dans cette direction. Cette empreinte est importante parce qu'elle appartient à un grand pied, de près de 30 cm. On a une allure de 3,70 m par seconde. À partir de là, on peut calculer la stature et la vitesse. Il devait faire autour d'1,93 m et la pointe de vitesse enregistrée ici est de 37 km/h. C'est un chiffre difficile à accepter puisque c'est à peu près la vitesse de l'épreuve du 100 mètres. Ils ont sans doute piqué un sprint. Ils n'ont pas tenu ce rythme sur 100 mètres. Mais après tout, pourquoi ne seraient-ils pas aussi athlétiques que nous? Il ne faut pas oublier qu'ils devaient attraper des proies pour manger. Ils chassaient tous les jours. Si ces hommes étaient aussi puissants et rapides, ils devaient être très bien nourris, alors qu'ils vivaient en plein air glaciaire. Malgré des conditions de vie très rudes, ces populations se sont épanouies autour du lac Mungo. Et il en a été de même dans plusieurs régions arides du continent. Comment la chose a-t-elle été possible? Dans les vastes étendues désertiques d'Australie occidentale, le secret consistait à posséder une connaissance parfaite de tous les végétaux, animaux ou plans d'eau. On vient vous voir aujourd'hui. Je vous ai quitté il y a longtemps, mais je suis de retour. Timmy Patterson a grandi dans une tribu qui n'a pas eu de contact avec les Européens avant les années 60. Ses parents lui ont montré cette source. Les martous viennent ici depuis des dizaines de milliers d'années. L'eau est encore vivante aujourd'hui. C'était la principale source d'eau de nos ancêtres. On la préserve pour les générations à venir.
Avant la glaciation, quand les ancêtres de Timi sont arrivés ici, les terres environnantes étaient plus humides. La faune et la flore étaient différentes et plus abondantes. À mesure que les températures ont chuté, ils ont vu leur univers s'assécher autour d'eux. Ils sont devenus un peuple du désert. C'est un serpent du temps du rêve qui a créé cette source, le Jila. Il vit toujours ici. Les ancêtres s'adressaient toujours à lui. Il lui demandait à boire. Il le saluait à chaque fois en arrivant et en repartant. Il faisait attention de ne pas le fâcher. Dans ce désert de sable, il pouvait s'écouler des décennies sans une seule goutte de pluie. Pour survivre, les ancêtres de Timi devaient savoir exactement où et quand trouver de l'eau. Source. C'est ce qui sauve la vie. Ça conduit au plan d'eau. Si on ne le trouve pas, c'est fichu. Par exemple, si je suis là, à cette source, la plus proche ensuite, c'est celle-là. Je dois aller de là à là. Si je peux aller là, je peux couper directement. Ils utilisaient leur tête. Ils nous ont transmis leur savoir. Une vraie piste chantée. Exactement. Ils l'avaient dans leur tête. Et ces choses-là se perpétuent de génération en génération. Certaines de ces sources, comme celle-ci, sont permanentes. On peut y retourner en sachant qu'on aura toujours de l'eau douce, même en période de sécheresse, alors que d'autres peuvent être asséchées. Oui. Ces sources principales sont des eaux vivantes. Oui. Les autres peuvent être asséchées et dangereuses. Voilà. Quand il fallait partir, les anciens le savaient. Ils retournaient à la source principale en cas de sécheresse l'été. Ouais. Donc, s'ils allaient à la mauvaise source par 50 degrés, ils pouvaient mourir. Oh oui. Les gens ont survécu parce qu'ils connaissaient ces emplacements. C'est la carte de leur survie. Ils ont fait preuve d'une souplesse et d'une organisation sociale incroyable. Ils avaient de la famille répartie sur des distances considérables. Donc ils pouvaient se réfugier dans des régions situées à 200 ou 300 km et y rester plusieurs années. Savoir où se procurer de l'eau n'était pas suffisant pour survivre à la glaciation. Ils ont dû apprendre à modifier leur alimentation du tout au tout. Ils sont passés des fruits et des marsupiaux à des aliments comme les reptiles, très présents dans le désert, et à un régime totalement différent, à base de raisins du désert, de larves. Mais même ces aliments sont venus à manquer par grande sécheresse.
Les populations ont dû trouver une solution pour tirer parti de l'énergie contenue dans les broussailles du paysage désertique. Deux simples morceaux de pierre polie qui broient les graines dures et les rendent comestibles. La meule est inventée. Cette meule appartient à la famille de ma grand-mère. Ces femmes de la tribu Martou ont toutes grandi dans le désert, sans contact avec les Blancs. Maintenant, on est revenu et on s'entraîne à moudre. Parce qu'on est leur descendante. Je suis la petite fille de Wartou Wartou. À votre tour. Oui, les hommes le faisaient aussi. Avec les deux mains. Ok, à deux mains. Comme ça? Je broie. Pas mal pour un initié, hein? Si on fait ça plusieurs heures, c'est du sport. Comme ça. Nos grands-mères faisaient comme ça. Comme ça. Et puis... Ah oui? Comme quand on lèche le plat. Les meules se sont développées quand la sécheresse s'est intensifiée, lors du dernier âge glaciaire australien. L'inconvénient, c'est que moudre des graines est un travail intensif. Il faut déjà plusieurs heures pour en cueillir suffisamment. Et on obtient entre 600 et 800 kcal par heure d'effort fourni. Mais l'avantage, c'est que c'est une denrée sur laquelle on peut compter. Des meules comme celle-ci proviennent de carrières situées à des centaines de kilomètres. C'étaient des objets importants qui pouvaient permettre de sceller un lien social ou un mariage. Le colportage de ces meules a été capital en termes d'innovation, de propagation des langues, d'échange d'informations et bien sûr de déplacement de la population qui était extrêmement mobile en Australie. Le rayonnement et la transmission des inventions se sont faits à une vitesse insoupçonnée des Européens. Un peu comme une piste du rêve accélérée. La mobilité et la communication sur de vastes territoires. Une compréhension profonde de l'habitat. Des techniques de transformation de nourriture. Tout cela peut être résumé en un mot de la langue du désert occidental. Djokurpa, la loi. La loi repose sur le respect des connaissances accumulées depuis des millénaires. Elle détermine les liens et la hiérarchie à l'intérieur d'une société et constitue le ciment social qui a permis à ces peuples de survivre à l'ère glaciaire, même dans les zones les plus rudes. Mil-mil, ça veut dire sacré et dangereux pour un lieu. C'est la terre sacrée des hommes, d'après la loi. Je ne devrais pas en parler. Il pourrait me tuer. Mais non.
Ces anciens de la tribu Pitjantjatjara ont tous été initiés dans le grand désert de Victoria, en Australie méridionale. Comme leurs ancêtres, ils suivent la piste chantée du Wadi Ngini pour traverser la plaine de Nullarbor, c'est-à-dire des nuées d'arbres. C'est un territoire hostile. Aucune végétation comestible et seulement 2 petits plans d'eau sur des milliers de kilomètres carrés. On n'a jamais campé ici. On s'est juste désaltéré. Oui, vous ne faites que passer. Avec les initiés. Ça fait partie de l'initiation. Ils n'ont pas le droit de parler de l'aspect rituel et religieux de la piste du rêve. Mais je crois qu'on peut évoquer l'aspect structurel. Le rêve va plus loin qu'une simple légende qui dirait « un dindon est allé là » ou « les Bushmen ont créé la montagne ». Il s'agit des fondements de leur société. Une fois qu'on est initié et qu'on participe à ces rites, on apprend à connaître le pays, à savoir où on a le droit d'aller ou pas, ce qui nous permettra de survivre, ce qui sera dangereux. Quand on sait ça, et c'est là que la loi joue un rôle crucial, on devient quelqu'un d'important dans la société. Leur connaissance de la loi et la spiritualité liée à la terre déterminent la politique sociale de la communauté. C'est un système qui confère un statut aux gens, qui structure la société. Les premiers habitants ont perpétué et transmis la connaissance de la loi par les pistes chantées. Ils les ont suivis il y a 20 000 ans, quand ils ont effectué leur voyage épique jusqu'à la grotte de Kunalda. Nous voici à la grotte de Kunalda, l'un des sites préhistoriques les plus importants d'Australie, voire du monde entier. Les aînés Pitjantjatjara ne viennent pas à cause de leur âge. La descente est raide. Ils nous ont dit, on n'est pas fous, on n'y va pas. Ce qui est frappant, c'est la majesté du site. Il est gigantesque. La grandeur de ce décor souterrain est incroyable. C'est une sensation un peu irréelle de se dire que des hommes étaient là il y a 20 000 ans et que ce paysage était alors aride à l'extrême. Les populations venaient à Kunalda, entre autres pour en extraire le silex sacré, omniprésent dans les sols et les parois de la grotte. Il est si tranchant que ça fait un excellent outil pour couper. Ce matériau est sacré pour la plupart des aborigènes aujourd'hui.
Ils savent où trouver ce silex et quelle est son histoire. Il est idéal pour les scarifications et autres mutilations associées aux rites initiatiques. C'est impressionnant. En s'enfonçant dans l'intérieur de la grotte, on trouve des griffures faites à la main sur les parois de calcaire friable. Regardez les motifs verticaux. Ils veulent forcément dire quelque chose. Ils sont très très longs. Ils partent de là et vont jusqu'en bas. Au début, ce sont de petites griffures, mais plus on s'enfonce dans la grotte, et plus c'est saisissant. La raison pour laquelle des hommes venaient ici laisser leur empreinte est peut-être à chercher dans les tréfonds de la cavité. J'ai juste la place pour passer. On est à 250 mètres de profondeur, donc il y a une légère sensation de claustrophobie. Je suis au bord d'une falaise d'au moins 30 mètres qui donne sur une caverne en forme de dôme. Je vais jeter un caillou. Écoutez. Écoutez. Voilà. C'est un endroit terrifiant. Eh bien ici, il y a des traces de mains. Des vestiges, comme un gros tas de silex. C'est ici que les gens venaient, dans le ventre de la grotte, au centre de la Terre. Il y a 25 ans, un aborigène m'a dit que quelque part dans la plaine de Nullarbor, il y avait un trou d'où étaient nés ses ancêtres. Ils sont sortis de terre. Quand on est ici, dans cette vaste caverne souterraine qui ressemble à une matrice, avec ce conduit semblable à un vagin qui débouche sur un autre espace, et avec ces griffures monumentales, un peu comme si les gens avaient tenté de s'extirper du sol, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils parlaient de cet endroit. Est-ce que les initiés étaient amenés ici, il y a 20 000 ans, pour apprendre les rites, laisser leur empreinte et perpétuer la tradition? Les motifs et les rites étaient là pour graver de façon indélébile les enseignements de la loi. Dans cet environnement, connaître la loi était le seul moyen de survivre. Il faut imaginer que c'est la dernière glaciation. Il fait un froid glacial, il y a du vent. C'est une région très hostile où il est impossible de vivre. Et pourtant, les gens exploitaient le silex, mais pas seulement. Ils se livraient à des rites religieux complexes et sophistiqués, à une époque où, en théorie, ils n'auraient pas pu vivre là. Ça en dit long sur la résistance des hommes, leur faculté d'adaptation et la vivacité de l'esprit humain, tout ça il y a 20 000 ans. Cette grotte peut nous en apprendre beaucoup sur le peuplement de l'Australie. Les premiers Australiens ont survécu à la période de sécheresse la plus longue et intense de l'histoire de l'humanité.
Mais ils ont ensuite été confrontés à une nouvelle épreuve. Au cours des 10 000 ans qui ont suivi, sous l'effet du réchauffement climatique, le niveau des mers s'est élevé de plus de 120 mètres. Cela a provoqué la séparation de la Tasmanie et de la Nouvelle-Guinée du reste du continent, dont un quart s'est retrouvé immergé. Et cela a également transformé les écosystèmes, accéléré les changements culturels et donné naissance à de nouvelles nations.